Aujourd'hui, l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir à Blida, enfin, après plusieurs tentatives, professeur Chachou Ibtissam, dans le cadre des activités pédagogiques et scientifiques du laboratoire RIDICA, la recherche interdisciplinaire en didactique des langues et des cultures en Algérie. Donc nous sommes à notre 5e formation, d'accord ? Celle d'aujourd'hui porte sur les problématiques actuelles de la sociolinguistique en Algérie. Je suis certaine que vous allez profiter pleinement de cette formation. J'aurais aimé que les autres membres, j'espère qu'ils vont nous rejoindre après, les autres membres du laboratoire soient présents aujourd'hui. Il y a certains éléments qui se sont excusés, mais la plupart ont confirmé leur présence. Je ne sais donc pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils vont arriver d'une minute à l'autre. De toute façon, le professeur Chachou est donc auteur de plusieurs livres dont, je tiens à le dire parce que je sais que pour les masters 1 et 2, ils n'ont pas eu l'occasion de voir la fiche technique de la formation d'aujourd'hui. Donc, professeur Chachou est auteur du livre La situation sociolinguistique de l'Algérie, publié donc dans la maison d'édition Harmattan en 2013. Sociolinguistique du Maghreb, publié dans la maison d'édition Hibr en 2018. Et coordinatrice de l'ouvrage pour un plurilinguisme algérien intégré, publié donc dans les éditions Rive Neuve en 2016, et langue et dynamique urbaine au Maghreb. Auteur ou coordinatrice aussi. Coordinatrice également donc du livre Langue et dynamique urbaine au Maghreb. Donc, par rapport à l'organisation de l'atelier de formation d'aujourd'hui, il y aura donc une première partie durant laquelle le professeur Chachou va présenter donc sa contribution pendant, on va dire, 2h30 jusqu'à 3h peut-être, et elle enchaînera directement avec le débat et la discussion autour de la présentation, et après on demandera donc au master 1 et 2 de quitter la salle pour laisser la place au débat donc avec les doctorants autour de leur thème de recherche. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne formation et je donne la parole sans plus tarder à professeur Chachou. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente quand vous l'avez toujours fait à notre invitation. Merci beaucoup Houda donc de cette présentation, cette généreuse présentation. Merci à l'université Blida 2 de son accueil et je remercie aussi infiniment le laboratoire RIDICA de son invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi mes collègues de l'université de Blida, mais avec aussi les doctorants et les masterants de l'université de Blida 2. Donc c'est vrai que j'ai tardé à répondre à l'invitation pour les raisons que vous connaissez. Et donc, on a été plus ou moins prudent pendant un certain temps, mais après, il fallait bien retourner à la vie, retourner aux activités scientifiques, retourner aux rencontres, aux conférences, aux journées d'études, aux colloques, etc. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté donc l'invitation donc de mon ami et collègue Houda Ekmoun et de toute l'équipe du laboratoire et des collègues de l'université de Blida 2. Donc, quand Houda m'avait contacté pour intervenir, j'avais tout de suite pensé à mes préoccupations du moment qui relèvent de la sociolinguistique et qui relevaient surtout des problématiques actuelles liées aux questions sociolinguistiques qui se posent actuellement. Ces dernières années, notamment, quand je dis actuellement, c'est ces 3 dernières années, le temps passe vite ces dernières années, et on se rend compte qu'il y a 3-4 ans, les événements se sont accélérés. Il y a eu beaucoup d'événements aussi politiques qui ont chamboulé le contexte linguistique, et il y a eu une production discursive autour des langues qui est intéressante. On peut appeler ça des débats d'ordre linguistique, mais parfois ça a tourné à la polémique. Très souvent, même quand ce sont des universitaires qui interviennent sur ces questions de langue, ça peut tourner au débat. C'est pour ça qu'on peut faire d'ores et déjà la distinction entre les discours
des universitaires et les discours universitaires. Parce que parfois, quand les universitaires interviennent dans la presse, à travers les médias, à travers différents supports, ils ont un discours différent de celui que l'on tient ou que l'on produit lorsqu'on écrit, lorsqu'on produit des articles qui sont révisés, relus par des pairs, etc. Donc c'est une distinction importante à faire. Il y a un article autour de ça, de la production des universitaires dans la presse écrite très intéressante et qui parle de ce caractère polémique du débat sur les langues, qui a été fait par mon collègue Zakaria Ali Bechri de l'université de Tlemcen, et je vous invite à le lire d'ailleurs. Donc, j'ai intitulé mon intervention « Problématique actuelle de la sociolinguistique en Algérie ». Je vais vous exposer un peu le plan de ma communication. Donc, je vais présenter dans un premier temps la réflexion, les moments clés des changements linguistiques importants survenus au Maghreb. Pourquoi? On ne va pas faire tout l'historique et revenir sur toute l'histoire des langues au Maghreb et toutes les questions que l'on sait et sur lesquelles on a beaucoup écrit, comme la politique d'arabisation, etc. Et on va revenir juste sur l'histoire de la formation de quelques langues, notamment l'arabe algérien, pour comprendre aussi les débats qui ont lieu aujourd'hui sur l'arabe algérien, sur ses origines, sur son évolution, etc. Donc c'est très important aussi que l'on s'intéresse, quand on fait de la sociolinguistique ou même de la didactique, quand on fait de la didactique et de la sociodidactique, il est très important de voir comment les langues ont évolué en diachronie, c'est-à-dire l'histoire des langues, l'histoire de l'évolution des langues, pour comprendre aujourd'hui beaucoup de problèmes concernant par exemple la dénomination des langues, le statut des langues et les débats sur l'origine des langues. C'est très important, nous allons le voir, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une tendance au révisionnisme, une notion que l'on connaît en histoire, mais qui a tendance aussi à apparaître en linguistique. Donc on est en train de réviser certains faits linguistiques, certains travaux linguistiques, un discours un peu révisionniste, négationniste sur la question des langues. Donc il est très important de connaître l'histoire de l'évolution des langues. Il est très important de connaître l'histoire de la formation des langues au Maghreb. Je reviendrai aussi sur la rigidité des politiques linguistiques, mais pour parler de ses conséquences, la rigidité des politiques linguistiques, c'est le fait qu'il y ait un décalage entre les textes et la réalité, qu'il y ait un décalage par conséquent aussi entre les statuts des langues, leurs pratiques et les représentations que l'on en a. Donc tout ça, on le sait, on le connaît. Je vais pas m'attarder sur cela, je vais m'attarder sur les conséquences qui relèvent des essentialisations dangereuses. Quand je parle des essentialisations dangereuses, c'est-à-dire comment on fait l'amalgame ou quand on associe la question des langues à des questions identitaires. Donc là, on verse un peu dans les essentialisations qui sont dangereuses. Alors, je parlerai rapidement de la littérature en matière de sociolinguistique. L'arabisation linguistique, le paradoxe aussi de l'arabisation, de la politique d'arabisation et le débat autour de l'arabe algérien. Je préciserai deux notions qui sont importantes, à savoir la politique d'arabisation qui n'est pas l'arabisation linguistique. Donc il est important aussi de revoir la question des langues en diachronie pour comprendre qu'il y a eu phénomène d'arabisation linguistique qui s'est fait pendant plusieurs siècles, et il y a eu la politique d'arabisation linguistique qui est différente de l'arabisation linguistique. Alors, je parlerai aussi d'une question d'actualité qui est en relation avec les langues berbères, la question du tamazirt scolaire et les débats aussi polémiques actuels autour de l'enseignement de tamazirt, de quelle variété doit être enseignée, etc. Et je terminerai par les langues à l'université et le caractère aussi polémique des débats, notamment concernant le remplacement du français par l'anglais, et je parlerai du faux problème et des vrais problèmes que l'on rencontre à l'université. Alors, dans cette contribution, donc, je vais faire une synthèse critique des problématiques que je pense importantes actuellement et qui animent le domaine de la macro-sociolinguistique. J'explique ça à nos mastérants aussi. Je vais
aborder des questions d'ordre macro-sociolinguistique, c'est-à-dire qui relèvent du statut des langues, de l'enseignement des langues, des pratiques des langues dans le milieu informel. Et je n'aborderai pas aujourd'hui les considérations ou les aspects micro-sociolinguistiques qui relèvent par exemple des pratiques des langues au quotidien, la créativité linguistique, le mélange des langues, etc. Donc on va rester au niveau macro-sociolinguistique. Et je rappelle donc brièvement la genèse de l'évolution, donc l'évolution de certaines langues, mais très rapidement, comment l'évolution épistémologique, c'est-à-dire l'évolution de la réflexion autour de ces langues, dans un contexte sociopolitique qui est changeant, qui est en mutation et qui demeure instable. J'évoquerai aussi les polémiques récentes générées par des choix linguistiques rigides, mais ça c'est la politique d'arabisation, et le décalage qu'il y a entre cette ces politiques linguistiques, ou l'absence de politique linguistique, et la rigidité du terrain, et la réalité du terrain également. Alors, mon intervention va se subdiviser en 3 points. Le premier point concerne le domaine arabophone, donc je vais parler du phénomène de l'arabisation linguistique du Maghreb, le débat de la formation autour de l'arabe maghrébin, ce qu'on appelle le maghrébi ou l'arabe algérien, langue qui est majoritaire mais minorée à l'école. Mais je ne reviendrai pas non plus sur ces considérations parce qu'on en a déjà parlé, on a déjà évoqué ces questions de minoration de l'arabe algérien, de son statut minoré à l'école et dans les institutions de manière générale. Le deuxième point concerne les langues berbères qui sont minoritaires et minorées et leur déclassement par le processus de la tamazirisation linguistique, d'Oulali Abdelazar en parle. J'en ai parlé en 2007 lors d'un colloque organisé à Béjaïa notamment. Le troisième point, c'est pas le quatrième, porte sur la question du remplacement du français par l'anglais et l'entretien d'un rapport conflictuel entre les langues de manière générale à des fins populistes. Donc, si vous voulez, les langues étrangères sont soumises à une concurrence négative dans les discours surtout, d'accord? Surtout dans les discours, dans la réalité, on va voir que l'imposition ou le fait de vouloir imposer l'anglais se limite à des entêtes, pour dire les choses comme ça avant d'aller plus loin dans le... Donc voilà, donc c'est plus dans le discours qu'il y a des tensions, qu'il y a de la polémicité. Alors, concernant les moments clés des changements linguistiques importants survenus au Maghreb, et là on fait de la sociolinguistique diachronique, ou de la linguistique diachronique, pour citer Saussure. Alors, bon, vous pouvez prendre des notes et poser des questions, vous pouvez être d'accord avec moi, comme vous pouvez ne pas être d'accord, d'accord? Bon, ça, c'est les moments que je considère comme des moments très importants dans l'histoire de l'évolution des langues au Maghreb, et c'est les moments clés qui ont déterminé la configuration sociolinguistique des pays du Maghreb. Quand je parle des pays du Maghreb, je parle de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, notamment parce que les autres pays ont connu des évolutions différentes, des occupations différentes, des langues qui ont été pratiquées, elles sont différentes de ce qui a été pratiqué dans ces 3 pays. On prend que la Libye par exemple, l'exemple de la Libye. En Libye, il y a l'absence du français qui change la configuration de la Libye, linguistique de la Libye par rapport à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc. Alors, la configuration sociolinguistique actuelle est déterminée ou a été déterminée par 3 événements historiques qui sont importants. On a l'invasion des Arabes dans le sillage de ce qu'on appelle les conquêtes islamiques ou musulmanes, la colonisation française et la politique d'arabisation. Donc, ce sont 3 moments clés, à mon sens, qui ont déterminé la configuration linguistique des pays du Maghreb. Alors, le premier événement, il a conduit, c'est-à-dire l'invasion des Arabes dans le sillage des conquêtes islamiques ou musulmanes. C'est un événement qui a conduit à l'arabisation linguistique du Maghreb. Et là, il faut lire le texte de William Marsay sur l'arabisation linguistique, ou comment l'Afrique du Nord a été arabisée à partir du Xe siècle. D'accord? À partir du Xe siècle. Donc, il y a les travaux de Salem Chaker sur la question dans l'encyclopédie berbère. Il y a les travaux de Doulali Abdelazar aussi sur la question, un article qui date de 2011 notamment. Le deuxième événement important qui a déterminé aussi, qui a concouru à la détermination de la configuration linguistique des pays du Maghreb, c'est la colonisation française qui a duré 132 ans et qui a introduit le français à partir de 1830, donc dans les sphères formelles et informelles de l'Algérie,
Donc il y a des travaux de Mosley sur l'Algérie, de Miled sur la Tunisie, de Benzakour sur le Maroc. Alors, ce que je disais tout à l'heure, la Libye et la Mauritanie aussi font partie du Maghreb, mais ils n'ont pas connu cette colonisation, et donc la configuration linguistique de ces pays est différente par rapport à celle des 3 pays du Maghreb. Le troisième et dernier événement, c'est le projet d'homogénéisation linguistique des 3 pays, donc la politique d'arabisation, qui est différente, je le dis et je le redis, je le précise, notamment pour les étudiants de master, mais pour les doctorants aussi. Il s'agit d'une politique d'arabisation qui a été menée et qui s'est faite donc suite à une décision politique donc d'arabiser, et qui ont été une politique qui a été adoptée donc après les indépendances en Algérie en 62, donc 63, effectivement on a commencé à arabiser. Pour le Maroc et la Tunisie, les indépendances c'est en 56. Donc il y a eu aussi un événement important qui est la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale puis officielle, donc Maroc 2001, Algérie 2002. Et je le rappelle très rapidement, la langue française c'est une langue co-officielle, je cite Doulabi Abdelzer, et à côté de l'arabe institutionnel, mais elle n'est jamais reconnue dans les textes comme telle, ni comme langue étrangère, ni nommée langue française. Alors, pour ce qui est du deuxième point, la rigidité des politiques linguistiques, donc on assiste depuis la mise en place, on va dire, de cette politique d'arabisation à une association de la composante linguistique avec la composante identitaire ou avec la question identitaire, ce qui participe au caractère passionnel des débats linguistiques dans les pays du Maghreb. C'est ce qui aboutit aussi à des crispations linguistiques qui sont importantes, notamment en Algérie, comparé aux autres pays du Maghreb. Il y a les malaises de la société algérienne, donc de Abdelzer, où il évoque ces questions, notamment par rapport à la question de Tamazirt, etc. Et aujourd'hui, les crispations touchent de nombreuses langues et sont en relation aussi avec les différentes langues pratiquées en Algérie. Donc ça ne concerne pas que les langues dites institutionnelles ou officielles, mais aussi les langues premières, et ça nous allons le voir. Donc il y a une essentialisation que je qualifie de classique, donc des rapports entre les langues et les identités, et il y a des phénomènes dont j'ai parlé au début et qui viennent s'ajouter à ces crispations classiques, et qui sont le révisionnisme qui est adopté par certains linguistes et par des essayistes concernant les langues premières, c'est-à-dire l'arabe algérien et les langues berbères. Un révisionnisme aussi auquel s'ajoute aussi parfois un négationnisme qui a commencé aussi à être adopté, on va dire, par certains linguistes, essayistes, par certains imposteurs aussi, il faut le dire, des gens qui se disent spécialistes du domaine, mais qui ne le sont pas, et qui produisent un discours tendancieux, un discours révisionniste, un discours négationniste. On va voir un peu on va voir aussi c'est quoi le révisionnisme en sociolinguistique. C'est un point que je vais développer. C'est très important, et c'est un discours, ce discours révisionniste, il a commencé à être produit il y a de cela 3-4 ans, donc ce n'est pas un discours qui est, on va dire, c'est pas le fruit du hasard, ça a été quelque chose qui a été produit, on va dire, dans un cadre politique ou sociopolitique instable, ou celui du Hirak, pour dire les choses. Et donc il y a eu un discours, il y a eu des polémiques qui ont touché les questions des référents identitaires, mais aussi les aspects linguistiques. Alors il s'agit donc d'insister sur les dynamiques en cours, sur la tension centrale entre les langues. Quand je parle des langues, les langues premières notamment, qui doivent être nommables, standardisables et enseignables, notamment aujourd'hui en Algérie. Alors, pour ce qui est de la matière, de la littérature en matière de sociolinguistique, nous avons des regards pluriels, nous avons des traditions sociolinguistiques aussi anciennes en Algérie. On a des traditions sociolinguistiques qui datent des premiers travaux en dialectologie sur le Maghreb ou sur les langues au Maghreb.
Nous avons aussi des traditions qui remontent donc aux années 80 où on s'est beaucoup intéressé aux questions de bilinguisme, et à partir des années 90, on a commencé à s'intéresser davantage aux aspects linguistiques, aux aspects sociolinguistiques, et dans les années 2000, etc., il y a eu une évolution des formations, mais des formations aussi des étudiants, des chercheurs, qui ont fait que le regard épistémologique porté sur les langues avait évolué. Alors, voilà, donc il y a des travaux qui ont été réalisés dans le sillage de la découverte scientifique de l'Algérie.